Avant de commencer, est-ce que tu peux juste nous dire un peu ta bio, ce que tu as fait avant et quand tu es passé par les bandes initiales? Et voilà, merci. Oui, bonjour à tout le monde. Euh, bon, je vais commencer par l'INSEAD. Je suis en Gemba 17. J'ai fait l'INSEAD, j'ai démarré mon parcours à l'INSEAD, c'était 2016. Et la promo, c'était la promo parisienne, on va dire, de Fontainebleau. On est parti après dans le monde entier à faire des tours. Moi, je suis italien, comme vous pouvez imaginer. Malheureusement pour vous, j'ai mon accent qui va vous accompagner pour les prochaines 30 minutes. Euh, je, j'ai commencé ma carrière dans le consulting comme pas mal de gens. Thomson Reuters d'abord, KPMG. J'ai eu la possibilité de faire pas mal de projets en Europe et dans le Middle East. Et après, j'ai rejoint Generali sur la partie assurance. Je me suis occupé pour la plupart du temps de Asset Liability Management jusqu'au moment où j'ai tourné vers le Corporate Finance et l'M&A. J'ai fait longuement ça avant d'arriver à Paris chez Generali France où je suis devenu d'abord le responsable de la partie M&A Corporate Finance là-bas et après le directeur de New Business Ventures. C'est-à-dire qu'on a démarré en France un exercice très important et je pense que pour vous en France, c'est pratiquement, comment dire, gagner que les boîtes fassent ça. C'est pas la même chose en Italie, c'est la partie de Corporate Venture. C'est là que j'ai connu aussi Mine. Et ça m'a pris les dernières, comment dire, 3 ans. Et après, j'ai fait l'année dernière retour en Italie chez General Investment sur la partie Asset Management. Long story Alors, short. OK, donc prenons la première partie là. Pourquoi General Investment? Qu'est-ce que General Investment? Et aujourd'hui, tu es CFO hein, de toute la structure Moi, globale. je suis CFO de la partie de General Investment Partners. C'est pourquoi General Investment Partners? Parce que ça m'a plu le projet. Une boîte d'assurance qui veut faire de l'asset management, mais pas seulement de façon captive, on va dire. C'est un peu le job normal fait par l'asset management dans les boîtes d'assurance, gérer les actifs des assurés, plus ou moins, on va dire ça. Le plan de développement de la boîte est par contre bien plus ambitieux et va vers le monde de l'univers des third parties. Et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce qu'il y a une transformation qui a commencé il y a 3 ans à peu près et que transforme une boîte qui était simplement mise en place pour gérer les actifs de Generali et qui devient de plus en plus une boîte qui s'ouvre au monde des clients externes et il y a une transformation épocale, soit comment dire, dans la distribution de nos produits, soit dans les produits mêmes. Et c'est la chose qui m'a intéressé un peu le plus. Donc, ce que tu parles, c'est la plateforme multi-boutique de General Investment, c'est ça? Exactement. Tu vois, si je parle un peu du monde de l'asset management pour les assureurs, il y a différentes tendances. La première, c'est un peu go big. Et on peut imaginer Allianz, AXA, les géants du marché qui font ça. La deuxième chose qui a choisi Generali de faire, c'est un peu go niche. Et c'est là qu'on a mis en place un écosystème de multi-boutiques, de boutiques spécialisées dans différents domaines
pour mettre en place des nouveaux produits avec des asset managers qui ont des capacités que nous, on n'avait pas. L'exemple de Sycomore en France est très pertinent. On a Aperture avec Peter Krause aux États-Unis. On a d'autres boîtes comme Planisphère en Italie qui sont plus jeunes, on va dire. On a Lumina. C'est des boîtes qui nous apportent des capacités qu'on n'avait pas et des produits qu'on va vendre à travers une distribution qu'on est en train de pousser beaucoup avec pas mal de filiales ouvertes aujourd'hui en Europe et avec, dans les prochains 3 ans, l'ambition d'aller aussi en Asie. Et last but not the least, à partir de l'année dernière, mais surtout dans les prochains 3 ans, ça va être le corps de l'activité, un peu stratégique pour nous. Ça va être, et j'imagine pas seulement pour nous, c'est un peu, quand je parle de Geniali, je parle de Geniali comme benchmark, mais je vois que c'est quelque chose que tout le marché fait. Vu les taux d'intérêt qui sont très bas, vu pas mal de contraintes en termes de produits liquides, c'est un peu viré vers les produits illiquides. C'est pour ça qu'on est en train de monter une plateforme de private asset avec l'ambition de pousser beaucoup dans le private debt, dans le private equity, sous différentes formes, en direct et direct, et qui va nous donner la possibilité d'investir plus dans l'infrastructure, dans le private equity même, en Europe principalement. Ah, c'est très intéressant. Donc, bon, passons à la deuxième partie, on reviendra là-dessus, sur comment vous opérez. Donc, tu dis que j'ai un investment, donc rachète des sociétés. Tu as parlé de Sycomore, donc en France, en prenant l'exemple de Sycomore, voilà, c'est quoi si tu peux nous expliquer un peu le rationnel d'investir dans des boîtes d'asset management qui ne sont pas dans le core business de Generali? Comme je disais, l'idée était à l'époque d'attirer des boîtes comme Sycomore qui ont quelque chose à dire de différent par rapport à nous. C'est clair que nous, on est, j'imagine, je peux dire, très capable dans la partie liability-driven investment, mais on voulait chercher quelque chose de différent et surtout en termes de capacité, en termes aussi de marché. Et Sycomore était très pertinente parce que quand nous, on a fait le deal il y a quelques ans, la partie ISG à l'époque était vraiment au tout début comment dire, quelque chose de super intéressant. Aujourd'hui, imaginez de lancer un fonds qui ne soit pas ISG, vous n'arrivez pas à vendre. Et on a fait ce pari-là et ça, je voulais souligner ce point-là. Le pari était d'investir, mais pas de racheter la totalité de la boîte pour laisser un esprit entrepreneurial à la société. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Ça signifie que Generali se positionne comme actionnaire majoritaire, mais en co-construction avec les minoritaires pour laisser au sein de la boîte, comme je disais, cet esprit entrepreneurial pour aller pousser des produits qui sont intégrés, pour laisser de toute façon une sorte d'autonomie à la société, c'est le cas de Sycomore, mais aussi d'intégrer les produits Sycomore dans notre offre. Ça signifie qu'on est double gagnant parce que Sycomore est backupé aujourd'hui par une boîte comme Generali, quand même. On parle de 500 milliards d'actifs sous gestion. C'est quand même pas mal. Et de l'autre côté, nous, on va enrichir nos catalogues de produits qu'on peut vendre soit aux assureurs qui font partie du groupe Generali, soit à l'extérieur. Ok, mais donc maintenant, si on prend un autre exemple plus généraliste et peut-être dans le futur, comment tu sources les asset managers qui sont dans l'impact, le ESG ou le private equity, le venture? Comment tu les sources ou est-ce que tu t'es approché par des asset managers pour être racheté ou pour être actionnaire minoritaire? Première chose, moi j'ai fait, et ça c'est un peu un feedback que je peux donner par rapport aussi au job que j'avais en France.
Ça signifie que Generali est une boîte énorme et on est à la recherche de sociétés qui sont, même si toutes petites, qui ont la capacité de dire quelque chose de différent par rapport à nous. Parce que sinon, ça n'a pas de sens en termes de mariage. Nous, on a, sur la thématique ISG, aujourd'hui, est devenu tellement corps pour nous qu'on a des équipes dédiées à ça, soit dans la construction des produits. Ça signifie que les produits sont, on évite vous connaissez très bien la thématique de greenwashing, pas mal de choses. On est super, on fait pas mal d'attention par rapport à ça. Et ça, c'est pour les produits. Et après, on fait due diligence sur les boîtes. Et je dois dire que ça va dans deux sens au moins. La première, pour aller choisir les sociétés qui veulent travailler avec nous. On va chercher, le choix est fait sur, en termes de capacités qu'ils peuvent nous offrir, en termes en termes de géographie. Parce qu'on est intéressé à devenir quand même un player global dans le monde de l'assurance, dans le monde de l'asset management. Et c'est ça un peu qu'on va chercher. Deuxième chose, en termes d'ISG aussi, on va aussi sélectionner les fonds qui vont faire partie par exemple, dans la partie real asset, de toute notre stratégie de fonds qu'on a. Et on fait pas mal d'attention à si on a labellisé ISG, si on a labellisé ISG nos produits, d'avoir justement de faire le choix d'avoir des asset managers qui sont compliants par rapport à ça. Mais quand je parle de ça, je parle de quelque chose qui est aujourd'hui fait partie de toute de toute l'industrie. C'est un problème commun pour tout le monde, mais on a vu que l'appétit pour les produits ESG est tel qu'il faut se structurer par rapport à ça, comme j'ai dit, ou je pense que c'est la bonne façon ou comme les compétiteurs sont en train de faire. Ok, très bien. Et donc ça, c'est des investissements dans les fonds. Tu fais aussi des investissements, si on passe à la troisième partie en direct. Donc qu'est-ce qui aujourd'hui t'intéresse comme technologie dans les investissements en direct? Alors, laisse-moi dire que il y a une partie d'investissement indirect qui sera lancée prochainement et qui va dans le domaine de la santé, si je parle du monde de private equity, et qui fait le lien très direct avec, comment dire, avec nos métiers d'assureurs. Ouais. Et après, en termes de technologie, la chose qu'on est en train de faire de façon, comment dire, soit avec des partenariats directs, soit avec des petits investissements, c'est de pousser beaucoup dans l'innovation technologique, dans la blockchain notamment. Si je fais référence à une boîte qui aujourd'hui est très connue par le monde des asset managers français, je parle de Isnes. C'est une société qui aujourd'hui de plus en plus travaille avec nous et qui est intégrée dans le domaine de l'asset management et qui pour nous est devenu un bon partenaire. Et là, c'est typiquement un cas où on a fait des investissements directs et on a fait aussi un partenariat stratégique. Mais quand j'entends blockchain, ce n'est pas de la crypto-monnaie, hein, c'est bien la blockchain as Non, non, non. infrastructure. Là, qu'est-ce que fait Isnes, par exemple, pour vous? Je ne comprends pas. Isnes a proposé quelque chose qui est très simple, mais qui un peu change un peu la donne surtout pour des gens comme nous qui travaillent beaucoup, par exemple, dans l'univers des unités de compte. Et ça, c'est typiquement, c'est une chose très, très connue en France. Quand tu travailles quand tu fais pas mal d'investissements sur les unit link et tu fais pas mal de transactions sur les unités de compte, désolé, tu te retrouves à avoir, toi, même si tu es dans la partie buy side et tu travailles avec la partie sell side, tu te retrouves à interagir avec une banque au milieu qui justement sert à triangulariser la transaction. Avec Isnes,
la possibilité de travailler directement buy-side et sell-side ensemble, sans passer par une banque. Nous, on a un gain en termes d'efficacité, même un gain en termes de coût, parce que je ne vais plus payer le coût pour la banque dépositaire. Et j'ai la possibilité d'interagir directement avec la partie sell-side. Ça ouvre la porte à, par exemple, automatiser ou à structurer mieux toute la partie KYC que quelque chose qui est vraiment un pain in the neck, on va dire, pour quand on travaille avec pas mal d'assureurs. Je vous dis un chiffre. En France, on est autour de 300 différents asset managers avec qui on travaille. Vous pouvez imaginer l'avantage pour nous d'avoir un mécanisme comme ça. Et Isness est composé par asset manager, par corporate sur la partie buy side, qui se sont mis ensemble en sorte de consortium et qui a l'ambition d'aller faire justement ça. Et nous, moi, je l'avais suivi avant dans mon rôle en France. C'est moi que j'ai poussé pour l'investissement en France. On a fait l'investissement en France. On est rentré dans le capital d'Isness et on travaille avec Isness. Et aujourd'hui, la partie asset management est en train d'évaluer la capacité de travailler avec eux pour enrichir un peu aussi l'univers des sous-jacents qu'on pourrait faire transacter sur la plateforme. Oui, c'est une plateforme en fait entre les asset owners, Generali, et les asset managers. Exactement. Comme vous avez une stratégie multi-boutique, ça vous permet d'avoir une vue digitale de tous vos investissements. Ok, très clair. Est-ce que tu as d'autres sujets d'innovation dans l'asset management d'un assureur que tu regardes dans les prochaines années? Moi, tu m'avais parlé avant du monde crypto. Le monde crypto, la bonne chose, c'est que le monde crypto, si juste un mot sur les cryptos, c'est que j'ai vu de plus en plus l'intérêt comment dire, des banques et des assureurs traditionnels de s'intéresser à ça. Après, comment, pourquoi, voilà, on va voir. Non, par rapport à si je parle de l'asset management, mais c'est pareil pour l'assurance, nous on a un vrai souci avec les taux de marché qui baissent, qui sont là, qui sont très, comment dire, on connaît bien la situation. Bon, là on va voir avec l'inflation ce que ça va passer. Non, mais nous on a un souci, c'est que nous on est un margin business. Nous on a des fees et on doit tout. C'est très simple hein, pour une boîte d'assurance. Nous, la première chose qu'on regarde, c'est le costing. Le ratio pour le baisser, une fois que la partie fees est là et tu ne peux pas l'augmenter, si on est en train d'utiliser, de penser à des choses alternatives, comme par exemple aller sur la partie liquide pour augmenter la partie income, mais sinon, il faut travailler sur les coûts. Et ça signifie, pour travailler sur les coûts, de venir, comment dire, avoir comme target, comme cible, l'efficacité, augmenter l'efficacité opérationnelle. Et tout ce que nous intéresse, c'est exactement aller avoir une efficacité opérationnelle plus élevée et on regarde toutes les technologies d'automation, de smart automation, on va dire, de data, de machine learning qui nous intéresse pour aller faire ça. Ça, c'est très, très short terme. Et après, si on regarde le marché, par contre, la partie d'investissement, comment dire, quantique, je ne sais pas si c'est le mot bon en français, quant finance, c'est la chose qui est super intéressant parce que ça va encore au-delà, ça va pousser encore au-delà l'interaction machine, data scientist et investissement qui va, comment dire, être pas seulement un nouveau produit, mais une nouvelle forme de faire investissement. Et ça ne peut pas être différemment parce que la data science aujourd'hui est à la base des voitures autonomes et ça va être à la base aussi des investissements avec des analyses de sentiments qui sont faits avec des algorithmes qui arrivent à apprendre et qui arrivent à développer aussi des algos pour investir. Ça, c'est la prochaine, je veux dire, c'est la prochaine frontière, on va dire, de l'investissement.
Ok, donc je vais finir l'interview podcast plutôt sur toi, hein, pour construire sur toi, parce que sur ton job, enfin, on ne parle pas de Géry Investment aujourd'hui, mais plutôt de toi, Pasquale, par un petit portrait chinois. Mais et si tu pouvais aussi mieux décrire ce que tu fais au quotidien en tant que CFO, ce serait top. Donc, bon, j'ai quelques questions là, donc je shoot. Si tu étais une saison, Si j'étais une saison, j'étais l'été parce que, parce que ça me plaît et je viens du sud de l'Italie. ah oui, d'accord. Et donc, si tu étais un pays ou une ville, ce serait l'Italie. Non, si j'étais une ville, j'étais. Alors, sur une ville, je peux pas dire, je dois forcément dire Paris. J'ai vécu là-bas tellement de temps que mes enfants Ouais, sont nés là-bas et je dois dire Paris. ok. Et si tu étais un livre, Un livre, moi je dirais Shoe Dog, le livre de Phil Knight, le fondateur de Nike, de la boîte, et parce que c'est un livre, comment dire, qui parle de la faiblesse des gens qui ont eu du succès. Et c'est très intéressant. merci. Une recette ou un plat? Mais la pasta al pomodoro de maman, c'est ça. C'est très. Ok. Et une innovation? Innovation, je dirais blockchain. Ouais. Ouais, comme on a compris avec l'ISNES. Et un dernier, un hashtag? Et hashtag, comme pour la saison, c'est Summer Days. Ok, super. Bon, écoute, je te laisse te conclure sur ton job, qu'est-ce que tu fais au quotidien, et puis après, je vais ouvrir aux questions. Si vous avez des questions, vous les posez au chat, ou si vous enlevez le micro, enfin voilà, n'hésitez pas. Sinon, j'aurai aussi des questions pour Pasquale. Bon, je te Oui, laisse le mot de la fin. ouais, je vous raconte ça. Moi, dans ma vie, j'ai fait que des opérations, des transactions. Ça signifie que pour moi, c'était bien quand je signais quelque chose. Euh, C'était vraiment l'idée de démarrer un projet d'investissement, arriver à la fin, signer, ouvrir une bouteille de champagne et passer au prochain. Quand ils m'ont proposé de devenir DAF ici, CFO ici en Italie, j'ai dit ah, attention, c'est pas la même chose. Là, on signe une fois par an, c'est le bilan et après il faut bosser. Et la chose intéressante que j'ai ici, que je fais tous les jours, c'est de regarder vraiment la boîte d'une façon différente. C'est de regarder la boîte, regarder son plan stratégique, son plan de développement, accompagner le PDG dans les choix stratégiques, accompagner aussi les gens qui font du business afin qu'ils puissent faire mieux. Et c'est un travail différent. C'est un travail à service des autres. C'est pas pour avoir, comment dire, avoir l'honneur de signer un contrat, mais c'est plutôt pour donner aux autres la capacité de signer un contrat. C'est, comment dire, service leadership pour les autres et c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. On a fini la petite demi-heure. J'ouvre aux questions. Si vous avez des questions pour Pasquale, allez-y. Sinon, je vais shooter moi. Je laisse un peu. Alors, est-ce que vous avez des questions Ouais, François, oui. Oui, ouais, vas-y. j'ai une question. François Paulus, donc moi je suis gestionnaire de fonds de venture, société de gestion s'appelle Briga. Donc j'ai évidemment une question intéressée, c'est est-ce que Generali investit dans des fonds de venture ou est-ce que vous avez tellement d'assets sous gestion, vous avez des problèmes de ratio d'emprise et du coup c'est trop petit les fonds de venture en fait. Euh, alors, la réponse je suis très cash par rapport à ça parce que c'était ma crainte dans mon ancien job. Et on n'avait pas de stratégie d'investissement dans les fonds de venture. Pour des raisons très pragmatiques. La raison est là. C'est ce que vous venez de dire, on a tellement d'asset under management que parler de venture, aller choisir des venture funds avec toute l'analyse de risk management qu'il faut faire avec tous les problèmes de tickets moyens que nous on a, et que, voilà, on avait fait le choix de ne pas être intéressé. Là, dans la nouvelle stratégie de Generali, il vient d'annoncer qu'il y aura un fonds de fonds dédié à la partie venture. Et ça va être quelque chose de révolutionnaire. Je pense que c'est quelque chose de plus lié entre venture et private equity, parce que dans le sens j'imagine pas que ça soit de l'early stage.
Par contre, dans l'univers Generali, j'ai vu d'autres choses. Là, je parle un peu avec ma casquette précédente. J'ai vu surtout au niveau des boîtes d'assurance en France, en Allemagne, un peu partout. La Banque Generali aussi, Banca Generali en Italie, qui font des investissements, des co-investissements avec des venture funds. Banca Generali, je pense qui est en train de travailler beaucoup avec des fonds de venture et des co-investissements sur des cibles target qu'on a nous pour toujours dans la logique à part Banca Generali qui a plus une logique d'investissement, pour les autres une logique de développement industriel, de co-développement industriel. Ça signifie qu'il y a toujours l'intérêt à faire ça. Et c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bouge et je pense que de plus en plus, le monde venture est, comment dire, partenaire de Generali et va être partenaire de Generali. Soit sous forme de scouting, comment dire, soit sous forme de co-investissement direct sur des cibles, en proposant des cibles target pour nous, soit sous forme vraiment d'investissement dans le fonds, comme fait Banca Generali ou comme le fonds de fonds qui sera lancé va faire. Ok, merci, très clair. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je rebondis sur la question de François, parce que si aujourd'hui, c'est un fonds de venture et qu'en même temps, vous êtes intéressé par la blockchain, logiquement, ce sont des secteurs sur lesquels ça peut être intéressant de regarder le venture dans la blockchain. En fait, il y a la partie infrastructure, donc il y a ISNEF, mais il y a souvent d'autres choses dans la blockchain infrastructure qui peuvent intéresser le fonds de venture. Absolument, absolument. Comment dire, Generali sur la blockchain s'est positionné, je pense, déjà, comment dire, je me souviens, il y a 5 ans, on avait démarré déjà le discours. On est rentré à l'époque dans le consortium B3I avec d'autres assureurs pour notamment parler de blockchain. Comment dire, c'est un univers qui de plus en plus va être, mais on le sait, c'est là, et va être intégré dans nos solutions, va être moi, la chose que je disais à l'époque quand je rencontrais pas mal de startups qui parlaient de blockchain, et je disais la blockchain sera vraiment devenue de succès quand on parlera plus de blockchain, parce que ça va être partie intégrante, on va dire, de la façon de penser des gens. Il faut faire les choses avec la blockchain. Et je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin par rapport à ça. Regardez les NFT, on n'est pas trop loin. La partie de tokenisation des fonds, si je parle de l'asset manager, la partie de tokenisation des fonds, ça devient de plus en plus un sujet de tous les jours. Il y a des exemples en France, voilà. Oui, B3I, ça veut dire blockchain, industry, innovation, insurance, quelque chose comme ça. Hein. C'est ça, les 3 I de. Ouais. Okay. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres. J'ai vu dans les activités qui sont inscrites des gens qui étaient dans les startups. Hein. Donc, si aujourd'hui, les gens veulent contacter Generali Investment pour un direct investment, comment ça se passe? On peut t'envoyer un email ou vous ne faites pas du tout, ou c'est les pays qui gèrent? C'est des gens qui reprennent ton ancien job qui gèrent? Je suis, comment dire, vous pouvez me contacter notamment, et après je vous mets en relation avec les gens dans les pays qui ont la main sur le sujet, notamment en France. Je peux vous adresser vers les gens de Generali France, en sachant que la logique des pays, je pense qui n'est pas mal, parce qu'ils sont intéressés aux startups pour développer du business avec les startups. Juste une chose sur Generali France, je pense que c'est bien de le dire. En France, ils poussent beaucoup sur l'architecture ouverte. Ça signifie qu'ils sont vraiment capables de travailler avec tout le monde, soit dans le monde du life insurance, que de la vie, que de la non-vie. Et ça, c'est bien pour une startup, parce que ça signifie
pouvoir avoir des chiffres d'affaires, monter des contrats. Nous, on a un écosystème de startups en France qui travaille avec Generali France qui est énorme, et qui va au-delà de... Et après, il y a aussi l'intérêt de faire des petits investissements dans les sociétés mêmes. Mais il y a les deux choses ensemble, tout le temps. D'accord, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Pasquale? Oui. Moi, j'ai deux questions. Alors, est-ce que c'est Sébastien, c'est ça? Oui. Je le connais la voix, ouais. je connais la voix là. Salut Pasquale, bonjour à tous. Ciao. On est copains de promo du Gemba 2017. Moi, je suis patron du Fixed Income Desk d'une banque française. Donc, on vend du papier à Generali depuis pas mal d'années déjà. Mais Sébastien, tu peux dire le nom de la banque, il n'y a pas de problème. Non, je ne dirai pas le nom de la banque. Mais j'ai deux questions qui sont, je pense, je me suis toujours posé ces questions-là et elles sont valables pour Generali. La première question, c'est qu'on voit énormément d'asset managers développer ou racheter dans le domaine de l'ETF. Et c'est un sujet que je connais mal chez Generali. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ou est-ce que c'est des choses que vous ne regardez pas? Puis deuxième question, qui est peut-être un peu plus vaste et plus difficile, mais c'est une vraie question. Nous, on a beaucoup de difficultés à se faire une raison en tant que banque et une démarche logique en termes de SG, parce qu'il y a véritablement énormément de normes qui ont du mal à s'imposer, très différentes les unes des autres, qui ont du mal à s'imposer. Et par ailleurs, il y a tellement de flou encore dans ce domaine-là que ça doit être extrêmement difficile de se faire une idée de la bonne manière de traiter les sujets ESG quand on achète du papier comme vous. La question des actions, enfin peu importe les actifs que vous achetez, la question c'est comment vous avez réussi à trouver une voie qui semble durable chez Generali. Je pars pour la dernière question que tu as posée parce qu'elle est très pertinente. On n'a pas seulement du mal avec la régulation, on a du mal à trouver des gens qui sont capables de lire les règles et d'avoir une formation ISG. Nous, on a fait deux choix. La première était d'acheter une boîte comme Sycomore, d'être investisseur majoritaire de Sycomore, qui nous a donné pas mal d'idées, pas mal de capacités qu'on n'avait pas. Deuxième chose, on est, je pense, on est, Sébastien, dans la même situation. On travaille, on regarde pas mal de règles différentes. Aujourd'hui, on est en train de former les personnes au sein de la boîte afin de créer, comme je disais avant, une équipe qui est déjà là et qui va être de plus en plus enrichie, des gens qui savent, qui ont cette capacité de lire les différentes régulations et de pas faire de bêtises, on va dire, en termes d'investissement. Mais ta crainte est pertinente. Il faut faire beaucoup d'investissements sur l'humain, on va dire, sur les gens, et au même moment, être, aller chercher les capacités, s'ils ne sont pas à l'interne, les chercher à l'extérieur, soit sous forme de consulting, soit sous forme de asset managers qui ont développé des capacités que nous, on n'avait pas, par exemple, que peut-être que vous n'avez pas. Pour la première question, sur l'ETF. Alors, nous, je disais avant, hein, moi, je vois un peu un assureur qui peut, peut se développer sur la différentes directions, go big, et le choix de l'ETF va dans cette direction-là. Et nous, on est plutôt aujourd'hui dans le go niche. Ça signifie qu'on est en train de chercher des niches dans lesquelles on peut continuer à faire de la gestion active. Pour cette raison-là, on est en train de virer et de faire pas mal d'investissements sous les assets illiquides parce que justement, on s'est aperçu que dans la gestion active aujourd'hui, faire la gestion active sur les produits liquides est devenu compliqué parce que tout le monde fait du passif.
Exact. Avec BlackRock qui a fait désormais, a donné une direction claire au marché, c'est comment dire, il faut même pas déconner. On sait très bien que c'est très compliqué de dire je fais de la gestion d'actifs, tout ça. Et c'est un sujet qui nous intéresse, mais aujourd'hui, je pense que nous, on est dans un stade où on continue à se poser des questions sur les niches qui peuvent nous intéresser, qui peuvent nous donner encore de la façon de faire un investissement actif. C'est ça un peu là. Mais très, comment dire, volontiers d'échanger avec toi après pour parler un peu plus détaillé, avec plus de détails par rapport à ça. Merci beaucoup, très clair, Pasquale. Ciao. Okay. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas avant de conclure? Personne? Bon, bah, écoute, Pasquale, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était très intéressant. Bon pour ton nouveau job là. Merci. Et puis à bientôt. Voilà. À bientôt. Merci à tout le monde. Merci. Et bon week-end. Merci beaucoup, Pasquale. Merci. Ciao. Au revoir. Ciao, ciao, ciao.